Bah trop bien, Mehdi Maizi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Écoute, je vais très bien. Je suis très content d'être à Genève avec toi, avec vous, trop cool. Je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que ça représente déjà la musique? Je me rends compte, tu sais, que le silence m'angoisse beaucoup. Donc il y a toujours de la musique, toujours, toujours. Aujourd'hui, je peux pas concevoir la vie sans, ouais, sans musique, quoi. Et tu te souviens du coup du moment où tu es vraiment tombé amoureux de la musique? Le moment, je sais pas, mais il y en a toujours eu. En fait, ma mère, elle écoutait beaucoup de musique aussi. Et des trucs cool en vrai, parce que moi, je savais pas forcément ce que j'écoutais, mais elle écoutait Queen, Genesis, beaucoup de soul, en fait, de musique noire américaine aussi. Elle écoutait beaucoup Aretha Franklin, Billy Paul, tout ça. Et je pense qu'en fait, moi, en vrai, quand j'ai commencé à écouter de la musique tout seul, c'est quand j'avais peut-être 8-9 ans, et c'était Michael Jackson, en vrai. Et je pense, moi, c'est la première pop star que j'ai identifiée. Tu vois, je me disais, je vais écouter Michael Jackson, tu vois, genre j'écoutais Michael Jackson tout seul, alors qu'avant, c'était vraiment la musique de ma mère. Mais du coup, le rap, il est arrivé à quel moment? Moi, en vrai, le rap, quand je suis petit, il commence à devenir populaire. Tu vois, il y a MC Solar, Doc Gineco, IAM, donc il y a déjà des tubes. Donc en fait, quand je grandis, le rap, c'est pas un genre aussi mainstream qu'aujourd'hui, mais c'est déjà un genre avec des gros morceaux. Donc en fait, j'écoute ça, tu vois, mais je suis pas un passionné. Genre quand NTM, ça sort, le dernier album, la Supreme NTM, j'ai 11 piges, je me souviens du phénomène, genre tout le monde en parle. Moi, je suis dans le foot à ce moment-là. Moi, c'est le foot, Ah tu ouais, vois. c'était Ouais, c'est l'année où, où on gagne la Coupe du Monde. Je suis dans Zidane. Je suis pas dans Ok. Kulchen, tu vois, à ce moment-là. C'est Zidane qui compte. Et c'est vraiment vers, je crois, 14-15 ans. Et je me souviens que moi, Tupac, je connaissais le nom, mais je savais même pas ce que c'était, tu vois. Genre, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est... Et j'écoute Tupac, Changes. Je pète un câble. Et je me dis, bah en fait, je crois que j'ai envie de connaître, enfin, d'écouter ça, tu vois, en tout cas de découvrir. C'est là où, ouais, je demande à un pote qui a Internet. Je lui dis, ouais, est-ce que tu peux me télécharger Nelly, Ice Cube, Biggie, Tupac. Et c'est là en vrai où je commence. Et puis après, j'ai Internet. Moi, j'habitais pas dans une grande ville. Donc Internet, ça a été vraiment un palliatif pour ça, pour plein de gens comme moi, qui n'avaient pas de magasin à côté. Déjà, fallait de l'argent pour acheter des CD. Et en plus, il fallait avoir les magasins. Donc là, c'était incroyable en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma culture en vrai. Aujourd'hui, tu fais partie d'une des références dans le domaine. Tu es le directeur hip-hop chez Apple Music. Ouais, on va dire ça. Comment est-ce que tu expliques cette ascension de carrière? Déjà, il y a un truc, c'est important de le dire aussi, c'est que je pense que c'est le timing. Tu vois, moi, quand je commence à me mettre vraiment, à me consacrer vraiment à ça de manière, ça va être mon taf, c'est en 2014. Un peu après, il y a un peu, tu sais, l'âge d'or qu'on a dit en 2015. 2016, il y a le streaming qui commence à être comptabilisé dans les ventes, donc il y a un nouveau boom économique. J'arrive à un moment où le rap est redevenu cool et est redevenu, comment dire, intéressant économiquement pour les entreprises. Tu vois, donc il y a des emplois qui sont créés, des labels qui sont créés, des médias qui sont créés. Si j'avais fait ça 10 ans auparavant, on serait sûrement pas là en train de discuter, tu vois. Bah, je pense qu'on bénéficie aussi d'une époque où les gens ils se sont dit ah là, le rap, il y a un truc à faire, tu vois, à nouveau. Donc j'ai aussi bénéficié de ça, il faut dire la vérité. Et après, moi, je pense qu'à titre personnel, quand je me dis vas-y, je vais tenter, on verra, et qu'en fait, il y a des gens qui commencent à me proposer des choses, ben en fait, je dis oui à tout et je suis déterminé, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis, mais là, j'ai bossé pendant 3 ans dans un taf qui me plaisait pas du tout. Donc là, genre, je peux pas laisser passer ça. Mhm. Et je sais que tu as souvent parlé aussi de ta période d'hyperactivité Ouais, professionnelle ouais, ouais, que tu tout à viens fait. de Ouais. décrire. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es encore là-dedans? Non, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y a vraiment une époque où j'étais partout, je voulais être partout, je faisais toutes les interviews possibles, des gros artistes, des plus petits. Mais je suis beaucoup moins dans cette forme d'hyperactivité aussi, parce que aussi, tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'avant, je l'étais aussi parce que je voulais me prouver des choses et aussi prouver aux autres un peu. Ce qui est pas toujours une bonne chose, mais j'avais un Ok. peu envie qu'on me reconnaisse comme, ok, lui, c'est une valeur sûre ou potentiellement une référence, comme tu as dit, je sais pas si c'est le cas, mais tu vois, je pense que j'avais un peu cette ambition-là secrète en moi. Dès qu'il y avait un projet qui se lançait, je me disais, ah, faut que j'en sois, et tout, faut que j'en sois. Ah, Move, ça devait une radio rap, pourquoi ils m'ont pas appelé? Tu vois, j'avais un peu Ok, ce ok. truc-là, un peu, tu vois. Et je pense que maintenant, j'ai moins besoin de ça et que j'ai plus juste envie de faire des trucs qui me plaisent, moi. J'aimerais bien peut-être à terme produire d'autres gens, tu sais, mettre en avant d'autres gens aussi. Pas que moi, je l'assume, tu vois, ça a été beaucoup ça et je pense que j'arrive un peu au bout de ce truc-là. Du coup, avec cette recherche de reconnaissance, Ouais. comme tu as dit, avec les autres personnes, est-ce que tu penses que ça s'est fait consciemment, le fait de devenir une personnalité publique? Tu l'as voulu? Pas consciemment, non, je ne l'ai pas voulu. Après, ce serait malhonnête de dire que ça m'a dérangé ou quoi. Parce qu'en fait, moi, quand je me lance là-dedans, il n'y a pas vraiment de journalistes rap qui sont des personnalités publiques. Tu vois, il y a Fred Musa, mais qui est sur une radio publique. Il y a Mouloud Achour, mais qui n'est pas vraiment un journaliste rap, qui est plus, on va dire, pop culture, on va dire. Tu vois.
Et voilà en fait. Donc je pense pas à ça. Moi juste je suis un gars qui a envie de faire son truc et qui est à l'aise avec les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait je me souviens déjà à l'époque, je poste beaucoup de trucs, je poste beaucoup de photos de moi, de mes gars. Enfin tu vois quand on commence même à bosser chez Dailymotion avec la BCDR, je poste plein de trucs en fait. Mais j'ai 12 likes. Tu vois, c'était ça Instagram en 2014. En tout cas pour moi, et c'était ok. Et juste en fait au fur et à mesure, les choses ont pris un peu plus d'ampleur. Moi je sais que j'ai eu des jobs grâce aux réseaux sociaux. Je sais qu'Apple quand ils ont cherché des gens, ils m'ont aussi pris parce que genre j'avais une communauté, tu vois. Quelqu'un meilleur que moi, potentiellement, qui aurait été beaucoup moins suivi, aurait sûrement pas eu le job. Ce qui est injuste, mais c'est une réalité, c'est qu'aussi maintenant, tu vois, les gens, ils ne recherchent pas uniquement des journalistes, ils recherchent aussi une communauté, des personnalités. Donc après, tu as aussi des trucs négatifs parfois, c'est que quand tu es public, tu peux te faire attaquer. Quand il y a un problème dans le rap, c'est de ta faute. C'est le jeu qui va avec, tu vois. Mais j'accepte de jouer ce jeu-là. Donc tu prends les trucs positifs et les trucs négatifs, c'est comme ça. Et toi, tu ressens un peu une certaine pression? Moi, je travaille pour une entreprise. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai un patron. Ouais. Tu vois. Et moi, je ressens plus de pression de la part du public que de la part de mon patron. Ah, c'est vrai? Ouais, bien sûr. La plupart des gens avec qui je bosse, ils ont confiance en moi. Le public, il y a des gens qui ont confiance en moi. Puis parfois, tu as des gens qui te mettent la pression, dans le sens où ils vont te troller, ou ils vont attendre un truc de toi, ou tu vas annoncer une interview, on va dire c'est pas sorti là que je voulais voir cette semaine. Ils peuvent aussi te dire que tu pues la merde. Ils peuvent t'insulter ta mère parce que t'as pas le même avis rap qu'eux. Ouais. Ils peuvent te dire que t'es finito. Et ça, si tu te donnes trop d'importance à ça, ça peut te faire mal, tu vois. Il faut pas se construire par rapport aux autres, mais en même temps, notre boulot, c'est aussi de créer du contenu pour les gens. L'idée, c'est pas de rechercher l'amour des gens, mais c'est en tout cas, tu fais du contenu pour ces gens-là. Donc il faut que ces gens-là s'y retrouvent. Sinon, ça veut dire qu'on ne regarde plus, qu'on regarde plus tes contenus et que tu les intéresses plus. C'est tout ça qui peut mettre la pression, tu vois. Aujourd'hui, maintenant que la musique, ça fait partie vraiment d'un élément principal de ta vie, est-ce que ton lien a changé aujourd'hui en tant que professionnel là-dedans? Ouais, forcément. Quand j'écoute un album de rap, par exemple, je l'écoute pas de manière détendue. Je me dis, si on est en interview ou si je fais une émission dessus. T'es en analyse? Un peu, ouais, okay. Forcément. Mais est-ce que le kiff, il a changé ou pas? Non. J'ai toujours autant de plaisir à écouter de la musique, de la bonne musique, bien sûr. Par contre, on ne peut pas faire comme si on ne faisait pas partie d'une industrie. Donc avec des enjeux, des obligations. Des attentes. Exactement. Ça, c'est relou parfois. Parce que j'ai déjà eu des mini-embrouilles avec des rappeurs que je kiffe, tu vois. Okay. Parce qu'ils ont mal pris un truc qui a été dit en interview, ou en émission, ou un post sur Insta, ou un tweet. Et ça, c'est relou. Tu vois, parce qu'en fait, tu rentres là-dedans dans un truc où toi, tu veux juste parler de rap. Tu veux juste partager tes coups de cœur. Et puis en fait, après, tu deviens un membre de l'industrie. Et donc, avec une position plus ou moins influente selon ce qu'on te prête. Et donc, quand tu dis quelque chose, ça a un impact. Quand tu fais quelque chose, s'il n'y avait pas la position que j'avais aujourd'hui, je ferais 15 tweets par jour sur le rap. Finalement, la musique, elle a beaucoup évolué. Ouais. Musique de manière générale. On peut dire qu'un peu pour tous les genres musicaux, il y a eu un âge d'or, un prime. Ouais, leur prime. Il y a eu la soul dans les années 70, 70 pour toi. Je l'ai. R&B dans les années 2000, enfin bref. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que l'âge d'or du rap est fini? Si on considère qu'il n'y a qu'un seul âge d'or, il y en a pas deux a priori. Mais dans ce cas-là, c'est quoi l'âge d'or? Parce que il y en a, ils vont me dire l'âge d'or c'est 2015, c'est PNL. Il y en a d'autres qui vont me dire non, l'âge d'or c'est la fin des années 90. Pour moi, s'il y a un âge d'or, c'est au début. C'est quand si je devais en choisir un, tu vois, c'est quand les pionniers d'un genre, ils sont là. Il y a une musique, c'est une musique qui n'existe pas. Tu te rends compte quand même? Ouais. La musique, le genre musical, il n'existe pas. Il y a des gens, ils ont créé un genre musical. J'avoue que c'est une dinguerie. Ça, c'est un âge d'or, tu vois, si tu me parles de musique. Pour moi, s'il y a un âge d'or, c'est ça. Après, le reste, c'est juste la vie d'un genre musical avec des hauts et des bas, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, puisqu'en fait, les gens qui disent que c'est fini, c'était mieux avant ou j'en sais rien. On a déjà entendu ça dans le passé, tu vois. Dans les années 2000, moi, j'étais là, il y avait des mecs avec un t-shirt, le rap, c'était mieux avant. Il y avait ça s'est commercialisé. Il y a des rappeurs qui ont porté ça. Après, il y a eu SCH qui est arrivé, il y a eu PNL, il y a eu Hamza, il y a eu, je sais pas moi, plein d'artistes mortels dans les années 2010 qui ont prouvé que, ou Nekfeu, tu vois, j'en sais rien, qui ont prouvé que non, il y avait encore du très très bon rap. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'artistes qui ramènent autre chose, tu vois. Genre aujourd'hui, il y a quand même des choses super innovantes dans le rap, au sens global, mondial d'ailleurs. Ça veut rien dire en fait pour moi. C'est juste un truc de nostalgique ou juste de ce que tu préfères, toi, et ça, t'as le droit d'avoir des préférences, des sensibilités. Toi, t'as jamais dit le rap c'était mieux avant? Jamais de la vie. Jamais? Jamais de la vie. Dieu me... Si un jour je dis ça, c'est que je suis finito. Oh wow.
Si un jour je dis ça, ça veut dire C'est que... dit, hein, c'est acté. Non, si un jour je dis ça, ça veut dire que je suis plus curieux. Je pense qu'on doit toujours rester curieux. Je pense que dire le rap c'était mieux avant, c'est insulter tous les jeunes là aujourd'hui qui sont en train de faire du rap et qui sont en train de créer des choses. Après, on peut discuter. Ça veut pas dire que tout est génial dans ce qu'ils font. Moi, il y a plein de choses aujourd'hui que j'entends, que je capte pas forcément. Mais je les capte pas forcément parce que c'est nul. Je les capte pas parfois parce que c'est pas ma génération et que c'est peut-être pas pour moi, tu vois. Mais non, je suis pas d'accord avec ça, moi. En tant que consommateur aussi, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des nouvelles sonorités qu'on a entendues arriver dans le rap, la new wave, la drill. Il y a même carrément Jul, par exemple, qui a créé son propre Bien style sûr. à lui. Est-ce que tu dirais que le terme rap représente la même chose que quand il a été créé? En fait, moi, je pense que le rap, il a toujours représenté des choses très différentes. Je pense qu'il faut plus se féliciter d'avoir un genre musical qui se renouvelle en permanence. Si tu me dis, est-ce que Winter Zuko, il fait la même musique que Dr. Dre? Non, tu vois, évidemment que non. Par contre, il rappe. Ouais. Il rappe. Moi, c'est ça qui va lier tout le monde, c'est que Winter Zuko, il rappe. Après, parfois, c'est vrai que des fois, on appelle rap des choses où les gens ne rappent pas. Mhm. Tu vois. Et tu penses que tous ces nouveaux petits sous-genres musicaux au rap, tu les vois perpétuer dans le temps? Oui, souvent, ce qui se passe, c'est que, tu vois, les sous-genres, ils naissent et puis ils deviennent intégrés dans le rap mainstream. Un gros truc arrivé, c'était l'afro-trap, Ouais. tu vois, avec MHD. Aujourd'hui, on parle plus de l'afro-trap. Par contre, il y a des morceaux d'afro-trap dans plein d'albums de rap français. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois. À un moment, on disait, ah, la drill. Bon, maintenant, on n'est plus en mode la drill, tu vois. Genre, les gens, c'est plus un sujet, mais il y a encore des morceaux de drill dans plein d'albums. C'est comme c'est le boom bap, tu vois. Ouais. Genre, il y a toujours des gens qui font du boom bap. Ouais. Il y en aura toujours. Mais par contre, le rap mainstream, ça restera, à mon avis, toujours une forme de pot pourri un petit peu des tendances du moment. Toute la carrière de Jay-Z, c'est beaucoup de choses, c'est comme ça. Drake, c'est comme ça aussi. Comment les mecs réussissent à rester au top, c'est en s'inspirant aussi des trucs un peu plus low-key, mais en les rendant accessibles pour le grand public, Ouais. tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, pour un artiste, ça sert à rien de vouloir être mainstream. Pour moi, ça, c'est un truc c'est mort, le mainstream. Il y aura toujours 2-3 stars mainstream. Mais pour moi, je pense vraiment que là, le mainstream, c'est en train de se déliter et qu'en fait, les gens ne veulent plus écouter la même chose que les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être plein de niches qui vont grossir. Tu vois. Je pense que c'est ça, moi, le futur de la pop. Mais que le boom pop, il aura plus de sens, tu vois. Même Rosalia, une pop star actuelle, c'est une pop star qui ressemble pas aux autres, tu vois. Genre, elle arrive avec un son qui est pas pop en vrai, tu vois. Juste, ça devient big parce qu'elle est trop forte et que les gens l'aiment. Mais voilà, et je pense que c'est ça maintenant. Je pourrai toujours des Orelsan ou des Nino qui vont fédérer plein de gens. Je pense qu'ils vont être très très rares et qu'il y aura plus de gens plus low-key qui vont grossir, Du coup, c'est grossir. pour ça que est-ce que c'est à travers ça que tu expliquerais justement que même, j'ai l'impression que même l'engouement du public vis-à-vis des gros artistes, Ouais, enfin, il a typiquement diminué. un engouement autour d'un, je sais pas, La Fève, ça prend beaucoup plus Ouais. qu'on nous dit, ouais, Gazo Tiakola ont sorti un album, j'ai l'impression que ça a fait moins Après, de bruit. Gazo Tiakola, ouais, parce que toi, t'es une meuf hype. Donc dans tes réseaux, les gens ils parlent moins de Gazo Tiakola, mais ça fait quand même 26 000 ventes en première semaine. Ça se Ça tient. reste, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Non, vois. mais parce que je suis d'accord avec toi. En vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que Mais- moi, je vois j'ai cette impression que l'engouement dans les niches est tellement Il est plus big. gros. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te dis, moi, je pense que La Fève, dans un an, il remplit un Bercy Ouais. facile. Ouais. C'est lunaire, tu vois. Ouais. Genre, et ça va être de plus en plus le cas, tu vois. Et avec toute cette évolution, il y a aussi, bien sûr, la scène suisse qui a su vraiment sûr. bien s'installer, enfin, est en train de s'installer, mais en tout cas bien prendre sa place. Ouais. Je sais que toi, tu suis certains artistes de près. Tu as beaucoup parlé dans tes codes review de Runa, Maero, Ouais. tu as invité Makala Oui. pour une Varnish interview. aussi. Varnish, Slimka. Simca, tout récemment, ouais. C'est quoi ton lien avec la scène suisse déjà, pour commencer? Moi, en vrai, j'ai découvert Jimmy et Simca en 2016. Je pense mon lien, en tout cas, vers la nouvelle génération suisse, il se fait via eux. Parce qu'il y avait des rappeurs suisses avant, bien sûr, etc. Des producteurs suisses, d'ailleurs. Mais avec, on va dire, cette nouvelle génération-là, ça se fait via Jimmy et Simca en 2016. Je vois la maroquinerie. Ils ont retourné le truc. J'ai pris une claque, tu vois. Et c'est l'époque où Jimmy a fait Focus Mhm. Il était en feu. et où Simca a fait le morceau légendaire, la double dab. À l'époque, je faisais la sauce avec Driver. On écoutait ça tout le temps. Et voir Driver qui fait le double dab, c'était légendaire. On était fanatiques de ce morceau. Donc je découvre Makala aussi après, je découvre Varnish. Je suis juste, comment dire, fasciné un peu par eux. Parce qu'en fait, moi, ce qui me choque à l'époque, c'est comment les mecs, ils sont jeunes, ils ont déjà une DA incroyable, pointue, exigeante pour le coup, pour reprendre les termes dont on parlait. Et ça se voit, ils veulent pas se compromettre. Mhm. Parfois, tu étais là et tu essayes de. Tu vois un nouveau rappeur et tu essayes un peu de dire à qui peut te faire penser. Makala, il me fait penser à personne. Moi, je viens d'une génération où on était cons. Le rap, c'était Paris-Marseille.
Ok. Quand j'étais ado, c'était ça, tu Ça vois. allait pas plus loin. Ben, j'exagère un peu, mais franchement, pas beaucoup plus loin, hein. Quand Joe, qu'il arrive de Montpellier, Niro de Blois, Gradure de Roubaix, c'est un peu nouveau pour nous. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et c'est grâce à des artistes comme ça. Je pense qu'il y a vraiment eu Bruxelles et après la Suisse. En tout cas, moi, dans mon cheminement à mots, je me dis, mais en fait, ouais, évidemment, c'est plus gros que ça. Une influence, elle peut venir de Genève et elle va arriver, elle va infuser partout et inversement. Enfin, tu vois, je pense que maintenant, il y a une sorte de rap francophone. Sans moi, je me bats pour ça, pour dire rap francophone tout le temps. J'essaye de plus dire rap français, ça peut m'arriver, Ouais. mais j'essaye vraiment de plus dire ça parce que ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a plus de sens. Je pense qu'aujourd'hui, même la pop mondiale, elle est en train de bouger. Pendant longtemps, tu vois, nous, c'était le rap américain, le rap français. La pop, elle était américaine. Maintenant, la pop, elle est plus américaine. Enfin, je veux dire, les stars pop, c'est Bad Bunny, il y a The Weeknd, il y a Taylor Swift, bien sûr, mais tu vois, c'est Burna Boy. Mais j'allais dire, même les artistes nigériens, là, qui Exactement. commencent à prendre C'est- place dans Aujourd'hui, l'industrie. tu regardes à la fin de l'année, les artistes pop qui streament le plus, ça ira Star, c'est Wizkid, c'est Rema. Enfin, donc tout ça est en train de changer. Évidemment, on est un peu loin du sujet de la Suisse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le même principe dans le sens où les points de réflexion de l'époque ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et c'est intéressant, tu vois, c'est excitant. Donc. Et du coup, pour revenir aux artistes suisses, parce qu'on est quand même sur le territoire Ouais. ici, je sais que tu as eu l'occasion de voir pas mal de concerts quand même de Ouais. nos artistes. Qu'est-ce qui t'a marqué en live? Bah, franchement, je suis désolé, mais je vais reciter les mêmes parce que je vais paraphraser Roger. Roger, rappeur québécois, avait dit pour moi, les meilleurs rappeurs, les meilleurs performeurs rap au monde, c'est lui qui dit ça, hein. C'est Travis Scott et Jimmy Simka. Incroyable. Je savais Donc pas, c'est il avait dit incroyable. ça. Et il disait d'ailleurs que lui, quand il a vu Jimmy Simka, ça lui a cassé la gueule et que ça l'a beaucoup influencé sur scène en fait. Moi, Simka, je l'ai quand même beaucoup vu sur des festivals. Tu vois, et même, on a fait des moss parties aussi ensemble. On a fait 2, je crois, à Laval et à Bulle, en Suisse d'ailleurs. Et c'est trop. En fait, moi, ce qui me choque avec lui, avec eux, mais avec lui, parce que je l'ai vu plusieurs fois, c'est qu'en fait, je pense qu'il peut arriver dans une salle de 20 personnes ou de 5000, il va la retrouver de la même manière. Il peut arriver devant une salle de gens qu'il connaissent ou qu'il ne connaissent pas, il va la retrouver de la même manière. C'est assez fou. Mais ouais, je pense que je citerai Simka parce qu'il y a un truc qui est trop iconique en fait. Juste quand il arrive sur scène, c'est trop. Et comment t'expliques le fait qu'on n'ait pas encore eu de Hamza ou de Damso suisse? Ben, parce qu'en fait, je pense que justement, les artistes qui sont les plus visibles pour le moment, c'est-à-dire ceux qu'on vient de citer, ils n'ont pas envie de jouer ce jeu-là. Mais au début, Damso, il fait quand même du rap français qui ressemble, au moins dans les sonorités. Après, il avait toujours des textes un peu barrés et tout, c'était Damso, mais dans les sonorités qui ressemblent au rap de l'époque, tu vois. Genre, Batterie Faible, il arrive quand même avec une mixtape, rap français, 9 de I, Flo qui pouvait penser à rapper celui de Booba à l'époque et tout. Ça pourrait être un rappeur français, tu vois. Les gens, ils le voient comme ça. Ici, c'est pas pareil, tu vois. Genre, au contraire, vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu-là, j'ai l'impression. Ce qui est, du coup, très honorable, mais ce qui prend plus de temps. Un mec comme Slimka, normalement, on le connaît depuis 2016, il aurait, d'ailleurs, sur l'album qui va sortir au moment où on parle, il en parle de ça. Il dit qu'il aurait sûrement pu percer plus tôt. Je pense que c'est une volonté aussi à un moment d'être fidèle à ce qu'il est, à sa direction artistique, et ce qui fait que, bon, il est encore là, il fait de la musique de ouf, et ça prend son temps. Mais les gens qui le suivent, je pense qu'ils le suivent vraiment. Il y a des mecs qui ont des disques de platine, qui n'ont pas de vraie fanbase. Ouais. Il y en a plein. Et c'est pas le cas de Simka, c'est pas le cas de Makala. Et en vrai, c'est charmé, tu vois. Parce que l'histoire qu'ils raconteront quand ils auront tous percé, elle sera plus belle que s'ils avaient fait, tu vois, des pas de côté qui ne leur ressemblent pas, quoi. Du coup, tu dirais pas forcément que c'est un désavantage d'être un artiste suisse. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup cette vision de se dire on est en Suisse, parfois ça peut nous bloquer. Parfois ça... Bah, peut-être, après moi je vis pas ici, donc peut-être que les gens ici le ressentent comme ça, et ça, ils ont sûrement raison. Il y a peut-être des mots d'un point de vue extérieur, je ne le vois pas comme ça. Au contraire, je pense que maintenant, il n'y a plus ça. Tu peux venir de n'importe où, au contraire, tu vois. Une des sensations 2023, en 2023, c'est Tiff. Ouais. Il est algérien. On aurait pu dire, putain, ça doit être dur d'être un rappeur algérien et de percer. Mais même El Grande Toto. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, tu as raison. Donc tu vois, ils sont encore plus loin. Ouais. Donc maintenant, je pense que c'est plus un désavantage. Je pense que c'est franchement, je pense que c'est la musique qui parle, et je pense qu'en plus maintenant, c'est le public qui décide. Du coup, ton top 3 artistes à suivre en 2024? Tout suisse ou tout Suisse. Ouais, ah, Suisse. Ben Amo. Ouais. Tu vois, à suivre en vrai, je le trouve vraiment bon, tu vois. Runa quand même, tu vois. J'ai le droit de dire Runa ou il est déjà trop connu? Non, t'as le droit de dire Runa. Et non, et je suis obligé de dire Simka parce que l'album qui arrive là, comme on l'a écouté, mais au moment où les gens vont voir l'interview, je pense qu'il sera sorti, il est chambé, il est vraiment chambé. Et ce qui est encore mortel, c'est, tu vois, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que
Simca aurait pu se dire, bon, maintenant, je vais sortir un album, il faut vraiment que là, je perce et que je fasse des efforts. Non, il est allé encore plus loin dans sa DA, encore plus extrême. Et ça défonce, tu vois, d'avoir des propositions comme ça. Donc, je dirais ça. Maintenant, on a beaucoup parlé de l'évolution de la musique, on est revenu sur avant, le passé, le présent. J'aimerais savoir, toi, la suite, dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais apporter dans l'industrie ou dans ton métier que tu n'as pas forcément encore apporté? En fait, moi, mon rêve, en vrai, est-ce que, je sais pas si tu as connu Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais? Peut-être trop Non. jeune, toi. Non, mais c'est pas grave. Moi, c'était mon émission de rêve, Ce soir ou jamais. C'était quoi comme émission? Mais c'était un talk, et il y avait des gens de tous horizons différents. Tu avais un rappeur, tu avais un homme politique, tu avais un acteur, tu avais un sportif, et tu avais des sujets de société dont ils débattaient, tu vois. Mais moi, ce qui me fascinait, c'était comment il arrivait à mettre à côté des gens qui n'avaient rien à voir et à créer des discussions entre eux. Et c'est un peu ce que là, j'essaye de faire avec Mehdi & donc c'est, tu vois, mettre des gens qui n'ont rien à voir et dans le même programme. Donc j'aimerais bien à terme, j'aimerais bien faire ça, tu vois, j'aimerais bien avoir un talk. Mais moi, j'aime ce que je fais, en tout cas, tu vois, genre, c'est, des fois, ils me disent, ouais, Mehdi, tu kiffes encore les interviews, je kiffe toujours les interviews, je kiffe toujours parler de rap. C'est vraiment ce qui m'anime, tu vois. Je pense qu'à terme, ouais, j'aurais envie de développer des choses, j'aurais envie, comme je te le disais, sûrement aussi de, tu vois, de pas uniquement être devant la caméra, mais peut-être réfléchir aussi à d'autres choses, à d'autres manières de produire, du doc. Je pense que c'est un peu une évolution logique. J'y suis pas encore, mais ouais, je commence à y réfléchir. On sait que tu es passionné, on sait, comme tu viens de le dire, que tu es vraiment dedans, c'est ton kiff. Mais tu n'as jamais eu un moment où tu as envie de tout lâcher? Ouais, ça a déjà arrivé, mais ça dure pas longtemps, ça. Ça dure un jour et ça y est. Ouais, ça dure une soirée même. Mais non, franchement, non. J'ai jamais eu envie de ça. Parfois, après, comme tout le monde, tu sais, même quand tu as un boulot privilégié comme le mien, il y a toujours des moments où tu dis « Oh, j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie d'aller sur une île. » Qu'est-ce que je vais faire sur une île, moi? Tu vas t'ennuyer en 2 minutes, Je vais toi. m'ennuyer en 2 minutes, je sais rien faire de mes mains. Je vais interviewer qui là-bas? Dans le silence, en plus. Dans L'angoisse. l'enfer. En fait, on a tous un peu ce fantasme-là. C'est de dire « Ouais, tu vois, mais c'est pas moi en vrai. » Donc, non, franchement, parfois j'ai envie de faire d'autres choses, c'est vrai. Mais j'en ai jamais eu envie de tout lâcher, non, franchement. Et pour terminer, tu aurais une petite info croustillante à nous donner pour ton futur en 2024? Le code review, Mehdi &, vouloir continuer à m'amuser, tu vois, à faire des pas de côté. Et voilà, en vrai. Bah, je te le souhaite. De toute façon, ouais. on est là, on suit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, Mehdi, Avec grand plaisir. de venir aujourd'hui. C'était un Avec grand plaisir. pareillement.